Alors, Eliman Khan, est-ce que vous pouvez nous décliner quelques principaux axes que contient ce pacte-là? Oui, je pense que le plus important, autour duquel tout le monde est presque d'accord, c'est de réduire l'hyperpuissance du président de la République. Donc cette centralisation des pouvoirs autour du président de la République est un élément essentiel, fondamental, qui si on le change, c'est-à-dire on le change dans une perspective de rééquilibrer donc, les différents pouvoirs, donc de faire respecter ce principe de l'état de droit qui est la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Et je pense que ça, c'est un élément important et essentiel pour permettre à ce que le pouvoir de contrôle sur l'exécutif puisse se faire correctement et de façon autonome et indépendante par l'Assemblée nationale, mais également la justice puisse demeurer debout et totalement autonome de l'emprise de l'exécutif pour pouvoir jouer son rôle également d'arbitre et d'équilibre des pouvoirs. Et je pense que ça c'est important. L'autre élément aussi important concerne les libertés. Comment faire de sorte que les libertés collectives et individuelles soient garanties et que les citoyens puissent s'exprimer librement et avoir des mécanismes de participation donc à l'élaboration, la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques. Mais également permettre à ces citoyens de pouvoir avoir accès facilement à la justice et d'égale dignité de tous les citoyens. Et je pense que c'est l'aspect justice à ce niveau-là. Et voilà, d'autres considérations majeures qui concernent l'efficacité de la gouvernance et donc la culture du mérite, que les meilleurs d'entre nous soient choisis pour nous représenter et faire fonctionner donc la machine administrative. Alors, il s'agit de cela. Et non pas prioriser les partisans, voilà, les militants. Exactement. Donc, je pense que c'est ça. C'est vraiment donner plus de poids et de pouvoir à la logique républicaine et également démocratique. Et donc, plus de gouvernance démocratique, d'inclusion de la part des mécanismes qui sont pris par ceux qui décident eux-mêmes pour permettre aux populations de pouvoir contribuer au débat et à l'exécution des politiques publiques, et également de participation, et ça permet, ça suppose non seulement l'éducation, la formation des citoyens, mais aussi de mobilisation à travers des mécanismes identifiés pour qu'ils s'expriment, pour que les populations qu'elles s'expriment donc convenablement pour contribuer, également pour contrôler, et également pour évaluer. Alors, la mise en œuvre du pacte devrait peut-être nous conduire à ce qu'on entend souvent dire les institutions fortes. L'ancien président américain a même lâché une phrase au Ghana en disant que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes. Alors, de votre position, quels sont les attributs d'institutions fortes? Une institution forte, c'est quoi? Oui, d'abord, on ne peut pas dissocier l'institution à l'acteur. Ce n'est pas possible. Donc il faut aussi des hommes forts. Absolument, parce que ce sont les acteurs qui animent les institutions. Ce sont les acteurs qui donnent à l'institution cette puissance. Donc les acteurs de façon générale, c'est-à-dire le type de citoyen, là qui est plus important, plus déterminé. Si on a un bon citoyen, un modèle de citoyen, on aura fortement des grandes institutions, parce que ces citoyens sauront donner à ces institutions cette puissance superstructurelle. Et donc, je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et donc, là, je pense qu'effectivement, ça nous ramène à l'approche pédagogique. Parce qu'il faut savoir installer ça dans les esprits, dans la mentalité républicaine, la mentalité de justice, la mentalité d'équité, la mentalité de respect de l'autre, des libertés individuelles, collectives, etc.
ça se construit dans la tête de chacun. Et si on arrive à mettre cela dans la tête de chacun, forcément on aura des institutions fortes. Et à partir de là, il sera presque impossible de remettre en cause donc cette puissance républicaine qu'on aurait construite. Donc, pour vous, c'est oui aux institutions fortes, mais aussi il faut des hommes forts pour entrer dans des institutions fortes. Absolument. C'est imbriqué. C'est les deux à la fois. Parce qu'il faut de l'autorité, de la personnalité. Oui, mais je vous donne un exemple. Si vous avez un président de la République qui est démocratiquement élu, dans un pays où nous avons une constitution qui est là, on a une institution qui est l'institution du président de la République, on a une institution qui est le gouvernement, une institution qui est le Parlement, etc. Mais si le président lui-même décide de passer outre les règles, voyez-vous, on l'a vécu récemment avec la tentative d'annulation de l'élection présidentielle. Voyez-vous. Donc, pourtant, c'est quelqu'un qui est en une situation où il sait qu'il n'a pas la possibilité de le faire. Et ça, personne ne l'avait fait avant. Et donc, on avait considéré que quand même, on a une institution forte à ce niveau-là, mais il a fallu que quelqu'un agisse contrairement à ce qui était normal et attendu pour se rendre compte qu'effectivement, attention, il ne faut pas oublier les individus. Et donc, quand on a pu élire un président de la République, quelqu'un qui avait décidé lui-même de voter sans carte d'électeur, donc l'erreur est devenue collective. On a oublié de s'attarder sur la qualité de l'acteur qui peut me remettre en cause donc, la puissance de l'institution. Donc il faut agir sur la protection de nos institutions, ça donne plus de balises. Et ça, ce sont les règles fortes et précises qui peuvent le permettre. Mais également, il faut agir sur le citoyen, l'acteur, là également avec des règles, des mesures de sanctions fortes, dissuasives, mais également, surtout ce qui est plus important, c'est de cultiver l'amour de son pays, le patriotisme, de cultiver également l'esprit de justice et d'équité chez chacun d'entre nous. Alors, est-ce qu'on peut dire que, institutionnellement parlant, le Sénégal se cherche? Je veux dire, il faut un régime parlementaire ou bien c'est le régime présidentiel qu'il faut revoir en diminuant les attributs du président? Pour moi, ce n'est pas un problème de régime. Il faut sortir seulement de ces registres de régime, etc. Oui. Pour moi, il faut juste avoir des institutions qui émanent de la volonté des populations et qui sont en phase avec les formes d'organisation sociale, culturelle et politique, historiquement parlant, qui caractérisent notre société. Et donc, si ces institutions sont notre émanation, ça va parfaitement. Et donc, il faut sortir de ces catégories politistes, tout simplement, qui sont élaborées en déphasage avec nos réalités et aspirations. Donc, je ne préqualifie pas les types d'institutions dans lesquelles nous devons organiser notre vivre ensemble. Donc, c'est ça, en réalité, la République. C'est comment nous pouvons être ensemble, vivre dans les interactions et progresser, aller de l'avant ensemble. C'est tout simplement ça. Et donc, à nous d'inventer les institutions qui nous permettent de le faire. Voilà. Maintenant, c'est évident qu'il faut des contre-pouvoirs pour équilibrer les pouvoirs. Ça, c'est évident. Et je pense que si on fait des recherches beaucoup plus approfondies dans nos systèmes d'organisation sociale et politique les plus anciens, on peut quand même trouver des ressorts pour nous permettre d'inventer quelque chose qui dépasse de ce que nous offre la démocratie libérale, mais qui est très récente, voyez-vous, et qui s'impose à nous comme étant quelque chose d'inéluctable, alors que ce n'est pas le cas. Donc il nous faut oser attaquer les racines, poser les bonnes questions. Quel type d'institution voulons-nous et quel type d'institution est beaucoup plus adapté à notre façon de vivre et à nos aspirations à progresser
dans l'avenir. Justement, en parlant de ce point, on entend souvent certains dire qu'il faut tropicaliser la démocratie chez nous en Afrique. Bon, qu'est-ce que cela peut sous-entendre? Autrement, est-ce qu'il y aurait des standards d'une culture à une autre, d'un pays à un autre? Le problème, c'est déjà ça, de dire qu'il faut tropicaliser. C'est-à-dire, quand tu as besoin de dire qu'il faut tropicaliser, tu sais déjà que cela ne t'appartient pas. Cela ne te ressemble pas. Donc, il faut penser autrement. Et il faut dire que quel est le modèle de vivre ensemble, quel est le modèle d'interaction sociale et les instruments pour réguler tout ceci qui nous parlent le plus. Démocratie, c'est une grande question. Où est-ce qu'il y a existé la démocratie? Où? On va vous dire que ça vient de la démocratie. Il y avait une grande partie de la population qui était laissée en rade. Ouais. Le citoyen est différent du barbare, etc. Donc ce n'est pas une démocratie, ça n'a jamais été une démocratie. Si vous prenez la démocratie occidentale, qu'on nous parle ici, la démocratie libérale et autres, etc., mais elle est née dans la phobie de la démocratie, c'est-à-dire de l'expression du peuple, parce que c'est la peur de l'expression de ce peuple-là qui a été créatrice donc, de ce système de démocratie aujourd'hui dont on parle. Bon, on peut parler de démocratie substantive. C'est-à-dire que quelle est la substance que nous donnons à un système où le peuple a effectivement le pouvoir, le mos kratos, le pouvoir du peuple. C'est à ce moment-là que c'est intéressant de mener une réflexion de façon avec des ruptures épistémologiques, avec des ruptures par rapport à voilà, tout ce qu'on veut nous imposer comme vérité alors qu'il n'en est rien. Sinon, on n'aurait pas vécu tous ces problèmes qui existent entre un État qui n'a jamais su donc, marcher avec la société. Voyez-vous? Parce que c'est le processus justement, comment dirais-je, extraverti d'installation de cet État moderne dans nos sociétés qui a fait que ça ne marche pas, que la socialité, on la cherche, elle n'existe pas. Parce que voilà, ce n'est pas le même langage qui est parlé. Ah, on parle français ici, là-bas on comprend Wolof pour accéder. Voyez-vous, ça ne marche pas. Et donc il faut partir de ce que nous sommes, dans la langue que nous avons, pour formuler, pour conceptualiser alors, les cadres et les processus qui régulent nos interactions et qui nous permettent de vivre ensemble tout simplement. C'est ça que j'appellerais, si vous voulez, finalement cette forme de démocratie dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire que c'est le peuple qui a vraiment le pouvoir, voyez-vous, et que d'autres on appelait démocratie substantive. C'est la substance qu'on met qui est importante plutôt, et c'est à nous de mettre la substance dans cela. Et donc il faut une autre approche, une autre forme de prendre les choses, mais pas seulement de continuer à nous adapter à ce que font d'autres ailleurs qui n'ont rien à voir avec notre trajectoire sociétale et historique. Voyez-vous, je pense que c'est une rupture épistémologique qu'il nous faut d'abord observer et qu'on puisse maintenant réfléchir par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ensuite, on pourra marcher avec nos propres jambes, comme disait Cabral. Donc voilà, je pense que c'est à ce terme qu'il faut poser le débat. Et ça nécessite de notre part surtout ce qu'on appelle les intellectuels occidentalisés, là, donc de faire le débat avec certaines habitudes, je peux dire, et l'assumer, une certaine aliénation qui est liée à notre propre trajectoire intellectuelle, voyez-vous, et également politique. Hein, notre rencontre avec l'Occident qui nous a légué ses propres institutions qui sont nées dans des contextes que nous connaissons et que nous pouvons critiquer. Et donc, alors que plus tard, plus loin qu'avant cette rencontre avec l'Occident, nous avions des institutions très fortes, très puissantes, qui ont même émerveillé le monde. Voyez-vous? Et voilà, donc il faut revenir à ça et regagner notre propre singularité et oser assumer cette singularité en inventant nous-mêmes nos propres institutions.